Au dîner de Noël, j'ai à peine effleuré ma sœur qui m'a giflé et insulté. Maman a exigé des excuses ou mon départ immédiat. Papa, silencieux, m'a ouvert la porte. Je suis partie sans un mot. Le lendemain matin, à leur réveil à 8h30. Je m'appelle Laurence Fournier. J'ai 37 ans. Il y a 2 heures, au dîner de Noël, ma propre sœur m'a giflé si fort que ma vision est devenue toute blanche. Ma mère m'a désigné du doigt et a dit très clairement et très calmement, « Présente tes excuses ou sors d'ici tout de suite. » Mon père s'est levé sans un mot, a marché jusqu'à la porte d'entrée, l'a ouverte et l'a tenue grande ouverte, comme si j'étais un livreur resté trop longtemps. Autour de nous, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Personne n'a demandé si j'étais blessée. Personne n'a prononcé son nom ou le mien. Les gens fixaient leurs assiettes, la télévision et l'arbre, comme si les lumières pouvaient leur dire quoi faire. J'avais un goût de sang là où mes dents avaient mordu l'intérieur de ma joue. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris mon manteau sur le dossier d'une chaise, décroché mes clés du crochet que j'avais installé moi-même le printemps dernier, et suis passé devant mon père pour sortir dans la nuit. Ma sœur a commencé à faire semblant de pleurer derrière moi. Ma mère a répété, « C'est ma maison », comme si cela justifiait tout. L'air froid extérieur a frappé le côté de mon visage où l'empreinte de sa main commençait déjà à apparaître, provoquant une piqûre intense et nette. Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis partie sans me retourner. À 8h30 le lendemain matin, ma famille s'est réveillée dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus, car à ce moment-là, j'avais déjà fait la seule chose qu'ils n'avaient jamais cru que je ferais, j'ai arrêté de payer pour la vie qu'ils menaient. Noël chez mes parents à Cerisy-sur-Loire, en Val-de-Loire, était censé être bruyant, chaleureux et familier. Au moment où je me suis garée dans leur allée cet après-midi-là, la seule chose que je ressentais était un nœud serré sous mes côtes. Je vis à Lyon maintenant. Je dirige un petit cabinet comptable en centre-ville, le genre d'endroit où les gens apportent leurs reçus froissés et leurs terribles décisions, et me paient pour que les chiffres aient un sens. La triste vérité est que je suis en train de nettoyer discrètement les désordres financiers de ma propre famille depuis plus d'une décennie. Ma mère s'appelle Suzanne, mon père Thomas, et ma jeune sœur Marine. Quand je suis entrée par la porte de côté ce jour-là, les bras chargés de plats de traiteur venant d'une entreprise de la ville, Marine était sur l'îlot de la cuisine, arrangeant des viandes et des fromages sur une planche en bois comme si elle était sur le point d'animer un segment d'émission de télévision. Ma mère rôdait derrière elle, redressant une serviette ici, ajustant un ornement là, comme si la perfection sur ce comptoir allait prouver quelque chose au monde. Mais la nourriture là-bas, a dit ma mère sans un bonjour ni un « comment s'est passée la route », en désignant une zone dégagée du plan de travail. J'ai déposé les plateaux sur le quartz que j'avais payé, sous les spots encastrés que j'avais payés, à côté du nouveau four que j'avais payé. Ma carte avait couvert l'intégralité du repas de Noël pendant les 6 dernières années sans que personne ne suggère que c'était trop. Pendant qu'elle s'affairait aux garnitures, mon regard s'est posé sur une enveloppe blanche près du grille-pain. Le logo dans le coin appartenait à la caisse de crédit mutuel locale qui détenait le prêt hypothécaire de la maison. Le rabat était fermé, mais le papier sur le bord semblait froissé, comme lorsque quelqu'un ouvre quelque chose et prétend ensuite ne pas l'avoir fait. Je l'ai ramassé sans vraiment y penser, comme une personne qui vit et respire les chiffres attrape toujours des documents. Ne touche pas à ça. Marine était à mes côtés en un instant, sa main se refermant sur la mienne une seconde avant qu'elle ne s'empare de l'enveloppe et ne la repousse sur le comptoir. C'est leur courrier, a-t-elle sifflé assez bas pour que ma mère puisse choisir de ne pas l'entendre. Son sourire est resté figé pour la pièce. J'ai laissé tomber, du moins en apparence, mais l'image de cette enveloppe s'est logée dans un coin de mon esprit et a commencé à briller. L'argent est le langage de ma relation avec eux depuis que j'ai été assez grande pour signer mon nom. Quand j'étais enfant, mes parents travaillaient tous les quarts qu'ils pouvaient obtenir. Le matin à l'usine, le soir à l'épicerie, les week-ends à nettoyer des bureaux. La plupart des jours et tous les soirs jusqu'à l'heure du coucher, j'étais chez ma grand-mère Jeanne, dans sa petite maison en bas de la rue. Elle préparait mes déjeuners, vérifiait mes devoirs de maths et gardait un bloc-notes jaune sur la table de la cuisine où elle suivait ses factures à l'encre bleu net. Un après-midi, quand j'avais 11 ans, elle a tourné le bloc-notes vers moi, a posé sa main fine comme du papier sur la mienne et a dit
les chiffres ne mentent pas, Laurence. Les gens, oui. Tu apprends la différence, et tu ne seras jamais surprise. Des années plus tard, dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et la lotion citronnée, elle a serré mes doigts à travers un labyrinthe de tubes. Ils ne savent pas aimer sans avoir besoin, a-t-elle chuchoté, sa respiration rauque. Tu es la seule constante. Garde-les unis, coûte que coûte. J'avais 21 ans et j'étais terrifiée à l'idée de perdre la seule personne qui m'avait fait sentir comme quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. J'ai hoché la tête et j'ai dit, je le promets. Après sa mort, mes parents n'avaient pas les moyens de réparer le toit qui laissait des taches brunes sur les plafonds. J'ai signé mon nom sur une deuxième hypothèque pour que la banque accepte. Quand Marine a annoncé qu'elle ouvrait un petit salon de manucure chic en centre-ville et qu'elle avait besoin d'argent pour démarrer, j'ai fait un chèque qui m'aurait permis d'acheter une nouvelle voiture et les regarder prendre un selfie devant l'espace sans jamais mentionner d'où venaient les fonds. Au fil des ans, j'ai payé des franchises, rattrapé des cartes de crédit plafonnées, viré de l'argent quand le camion tombait en panne, et couvert discrètement tout ce qui semblait susceptible de faire basculer leur monde. Je l'ai fait parce qu'à chaque fois que mon téléphone vibrait avec une nouvelle demande, j'entendais grand-mère Jeanne dans ma tête dire « Garde-les unis ». Quelque part en chemin, j'ai cessé de savoir si je maintenais une famille unie ou si j'essayais d'acheter la preuve qu'ils m'aimaient vraiment. Au moment où le ciel extérieur est devenu sombre la veille de Noël, la maison était pleine de monde et de bruit. Des parents sont arrivés serrant des plats mijotés et des tartes achetées en supermarché. Des voisins sont passés avec des bouteilles de vin. Des enfants couraient autour de la table basse jusqu'à ce que quelqu'un leur crie de ralentir. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable devant le match, une main sur la télécommande, les yeux principalement sur l'écran. Quand je suis passé devant lui pour emporter une brassée de manteaux dans le couloir, il m'a fait un lent hochement de tête. Ce hochement de tête était sa version de remerciement pour les 3 heures de route et la nourriture qui était apparue comme par magie. Dans le salon, ma mère paradait avec Marine comme un trophée. Vous connaissez tous ma Marine, a-t-elle dit à un demi-cercle de tantes et de cousins, elle gère son propre salon, elle est toujours occupée. Elle fait tellement pour nous. Marine a ri et a jeté ses cheveux en arrière, se lançant dans une histoire sur une cliente venue d'un autre département juste pour prendre rendez-vous. Je connaissais mieux les comptes du salon qu'elle ne le pensait. Quand elle avait pris du retard sur les paiements quelques mois plus tôt, elle m'avait appelé paniquée et m'avait transféré le relevé pour que je puisse parler au directeur de banque en son nom. J'avais vu les chiffres rouges et les frais de retard et la façon dont mes virements avaient tout soutenu, mais rien de tout cela n'apparaissait dans l'histoire qu'elle racontait sous le toit de mes parents. Une cousine plus jeune a demandé ce que je faisais à Lyon. Avant que je puisse ouvrir la bouche, ma mère a agité une main dans ma direction sans quitter Marine des yeux. « Oh, Laurence travaille avec les chiffres quelque part en centre-ville », a-t-elle dit. Un genre de travail de bureau. La jeune fille a hoché la tête poliment et a reporté son attention sur Marine, qui expliquait maintenant à quel point il était épuisant d'être celle sur qui la famille comptait toujours. Dans le coin près de la fenêtre, ma tante Pauline était assise tranquillement avec un verre de seltzer, observant. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, sa posture droite, son expression indéchiffrable. Quand nos regards se sont croisés, elle a fait le plus petit hochement de tête, un mouvement si minuscule que la plupart des gens l'auraient manqué. Je me suis sentie vue d'une manière qui faisait mal. Plus tard, lorsque j'ai échappé à la foule sous le prétexte d'aller aux toilettes, le couloir m'a semblé merveilleusement étroit et sombre. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée et me suis assise sur le bord de la baignoire, laissant le ventilateur bourdonner au-dessus de ma tête pendant que je parcourais mes emails. Quelque chose de familier qui n'avait rien à voir avec le clinquant ou la gaieté forcée. C'est alors que j'ai vu le message de Daniel, signalé comme important, au-dessus de tous les vœux de fin d'année des clients. Je lui avais envoyé cette photo rapide de l'entête de transfert de propriété de l'enveloppe froissée dans la poubelle de recyclage de mes parents avant de quitter Lyon, avec une brève note lui demandant d'y jeter un coup d'œil après les fêtes. Sa réponse, horodatée en milieu d'après-midi, était directe. Ça semble incorrect. Appelle-moi lundi. Ne signe rien avant qu'on ait parlé. 4 minutes plus tard, un second message. Je suis sérieux, Laurence. Ne signe rien. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse.
Le petit ventilateur ronronnait, l'odeur des bougies parfumées et du jambon flottait sous la porte. Derrière l'inquiétude de Daniel, j'ai entendu grand-mère Jeanne chuchoter à nouveau sur les chiffres et les mensonges. Quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain, Rémi était appuyé contre le mur en face de moi, les mains dans les poches, les yeux rivés au sol. Rémi, mon beau-frère, le mari de Marine, l'homme qui avait toujours semblé un peu trop silencieux pour le bruit de cette famille. Il a levé les yeux quand il a entendu le loquet. « Je veux que tu saches que je lui ai dit de ne pas le faire », a-t-il dit doucement. Mon pouls a bondi. Faire quoi? Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers le salon où le rire de Marine montait au-dessus du brouhaha de la foule. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Vérifie ton courrier quand tu rentreras chez toi », a-t-il dit à la place. Ton vrai courrier, pas tes emails. Rémi, viens ici, a appelé Marine de l'autre pièce, sa voix perçante avec ce mélange particulier d'affection et d'autorité qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait comme lui appartenant. Rémi a tressailli et s'est détaché du mur. Je suis désolé, a-t-il murmuré en s'éloignant. Je suis retourné au salon en pilote automatique, j'ai trouvé une place près de la cheminée et j'ai essayé de garder un visage neutre pendant que Marine se lançait dans une autre série d'histoires d'enfance amusantes qui me dépeignaient toujours comme dramatiques et exigeantes. Vous vous souvenez quand Laurence a pleuré à son concours scientifique, a-t-elle demandé à la pièce avec un soupir théâtral. Elle avait construit tout ce volcan et puis elle a éclaté en sanglots parce que maman devait travailler et ne pouvait pas venir. Elle avait toujours besoin de tellement d'attention. Quelques personnes ont ri plus par habitude que par humour. J'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'était pas comme ça que ça s'était passé. Ma mère l'avait complètement oublié. Grand-mère Jeanne était arrivée en courant à mi-chemin, son manteau toujours sur elle, haletante à cause de la marche. J'ai ouvert la bouche, mais Marine secouait déjà la tête avec une fausse exaspération. Tu vois, toujours aussi sensible. Pauline s'est déplacée à côté de moi. Ça suffit, a-t-elle murmuré plus à elle-même qu'à quiconque. Ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Ne commence pas, a-t-elle dit, d'une voix sèche comme une brindille cassée. Pas ce soir. Mon père a grommelé, ça n'en finit jamais, et a monté le volume du match. La maison autour de moi était lumineuse, bondée et bruyante. Chaque recoin rempli de preuves que c'était une famille heureuse. Allongé sur le canapé-lit dans le salon des heures plus tard, écoutant la maison s'endormir et la voix de Marine flottant encore faiblement à travers le sol. Je fixais le plafond et me demandais quand exactement j'étais passé de faire partie de cette histoire à n'en être que le financement en arrière-plan. Le matin de Noël, je me suis réveillée avant tout le monde comme d'habitude. Des années à être la personne fiable vous y entraîne. Le salon était frais lorsque j'ai posé mes pieds sur le sol. Pendant un instant, je suis restée assise là, les mains sur les genoux, fixant le couloir faiblement éclairé, écoutant. Pas de télévision, pas de bruit de vaisselle, pas de Marine se produisant pour un public invisible. J'ai marché silencieusement jusqu'à la cuisine et j'ai lancé une cafetière, car dans mon monde, celui qui prépare le café est maître de la journée. Pendant qu'il coulait, mon regard a glissé automatiquement vers l'endroit près du grille-pain où l'enveloppe de la caisse de crédit mutuel était posée la veille. Elle avait disparu du comptoir, mais la poubelle de recyclage près du garde-manger était plus pleine qu'elle n'aurait dû l'être sitôt. Une boîte de céréales était posée dessus, et un mince filet de blanc dépassait en dessous. Mon cœur s'est emballé. J'ai écarté le carton et sorti l'enveloppe. Le rabat était maintenant déchiré, le seau proprement arraché. À l'intérieur se trouvait une pile pliée de papier épais. À travers l'espace, je pouvais voir des lettres noires en gras près du haut, avis de transfert de propriété. Les mots me hurlaient, même s'ils étaient imprimés dans une police calme et bureaucratique. Mes doigts tremblaient tandis que je soulevais le bord de la première page juste assez pour voir la date et la description de la propriété. C'était l'adresse de mes parents. Le transfert avait été enregistré plus tôt ce mois-là. Je n'ai pas sorti les papiers complètement. Je ne voulais pas que celui qui avait fait cela sache que j'avais vu plus que l'en-tête. Mon travail m'a inculqué une discipline particulière, documenter, ne pas déranger. J'ai sorti mon téléphone,
pris une seule photo du tiers supérieur de la page et tout remis exactement comme je l'avais trouvé, couvrant l'enveloppe avec la boîte de céréales comme une couverture. Quand ma mère est entrée quelques minutes plus tard dans sa robe de chambre, j'étais à l'évier, rinçant des pommes de terre, comme si c'était tout ce que j'avais fait. Tu es matinale, a-t-elle marmonné, se servant la première tasse de café de la cafetière que j'avais faite. Épluche-les, a-t-elle ajouté, en glissant un sac vers moi. Pas de « s'il te plaît », pas de « merci ». Juste la familiarité de l'hypothèse que je ferais ce qu'il fallait faire. J'épluchais, mes mains bougeant en pilote automatique pendant que mon esprit tournait en rond. C'était peut-être un avis de refinancement. Peut-être une correction administrative. Peut-être que Daniel avait tort, et que le malaise dans mon estomac n'était que de vieilles rancœurs qui s'étiraient. Au moment où la maison s'est à nouveau remplie de voix, de papier cadeau et de l'odeur du jambon, je m'étais convaincue que c'était probablement le cas. Nous avons mangé. Nous avons raconté des histoires polies. J'ai ri quand la pièce s'y attendait. Puis sont venus les cadeaux sous l'arbre. Les enfants ont déchiré les papiers. Les adultes ont émis des bruits satisfaits à la vue des cartes cadeaux et des pulls. J'étais assise par terre, près de l'extrémité du canapé, à moitié cachée derrière une table d'appoint, quand Marine s'est soudainement levée avec un petit soupir. « Oh, j'ai oublié de vous montrer ce que maman m'a donné la semaine dernière », a-t-elle roucoulé. Elle a levé sa main droite haut pour que tout le monde puisse voir. Un saphir bleu profond scintillait sur un mince anneau en or à son annulaire, captant les lumières multicolores de l'arbre. Pendant une seconde, j'ai cru que mon cerveau avait mal fonctionné. Cette bague appartenait à une autre main, à une autre personne, à une autre décennie. Ma grand-mère, Jeanne, l'avait portée tous les jours de ma vie. Quand j'étais petite, elle la glissait sur mon doigt pendant que nous étions assises sur son canapé à regarder des jeux télévisés, la pierre vacillante parce que mes mains étaient encore enfantines et minces. Un jour, cela te conviendra, Laurence, disait-elle en tapotant mon nez. Et quand ce sera le cas, ce sera à toi. Le Noël avant sa mort, elle l'avait répété devant ma mère, son pouce traçant des cercles sur mes jointures. Où as-tu eu ça, me suis-je entendu dire maintenant, ma voix venant de quelque part de bas et lointain. Ma mère a souri, tout en sucre pour l'audience. Je le lui ai donné, a-t-elle dit. Marine mérite quelque chose de joli. Après tout, c'est elle qui est ici avec nous. La pièce est devenue silencieuse d'une manière étrange qui signifie que tout le monde a entendu quelque chose de piquant et fait semblant de ne pas l'avoir fait. Marine rayonnait, tournant sa main pour que le saphir scintille. Grand-mère aurait voulu que je l'aie, a-t-elle gazouillé. C'est moi qui suis restée. J'ai regardé ma mère. Elle a croisé mes yeux pendant une demi-seconde et dans ce minuscule instant, elle a su que je savais exactement ce qu'elle avait fait. Puis elle s'est détournée et a dit, qui est le suivant, comme si rien d'important ne s'était passé. D'accord, ai-je dit. Juste cette petite syllabe qui avait d'un goût de métal. J'ai ramassé une brassée de papier cadeau déchirés et les porté à la cuisine, la main ferme, le cœur non. J'ai posé mes paumes sur la pierre froide du comptoir que j'avais payé, dans la maison que j'avais aidé à maintenir debout, tandis que la bague de ma grand-mère scintillait au bout du couloir sur la main de ma sœur. Quand quelqu'un prend la chose qu'on vous a promise et vous sourit en la portant, que feriez-vous? Après le dîner et les cadeaux, la maison est entrée dans cette période lourde et somnolente où les gens regardaient à moitié le match et picoraient à moitié les restes. Chaque siège du salon était occupé, l'air épais de l'odeur de la nourriture, du parfum et de trop de corps. Je m'étais installée sur l'âtre à côté de tante Pauline, reconnaissante de la chaleur solide du feu à mes côtés et du soutien silencieux de sa présence. Marine se prélassait sur le canapé principal comme une reine, perchée sur l'accoudoir avec une jambe repliée sous elle, une vue parfaite sur toute la pièce. Elle racontait histoire après histoire sur des clients qui avaient besoin d'elle, des frères et sœurs qui dépendaient d'elle, des parents qui ne pouvaient pas vivre sans elle. Vous savez, quand la chaudière est tombée en panne l'année dernière, j'ai tout géré, a-t-elle annoncé, rejetant ses cheveux sur son épaule. Maman et papa n'ont pas eu à lever le petit doigt. Ma mère a hoché la tête. Elle s'en sort toujours, a-t-elle acquiescé. J'ai senti mes dents grincer. C'était moi qui avais appelé l'entreprise de réparation depuis un rayon d'épicerie à Lyon et qui leur avait donné mon numéro de carte par téléphone.
C'était comme regarder quelqu'un d'autre jouer dans un film basé sur votre vie où votre nom avait été changé dans le script. Finalement, Marine a dirigé la conversation là où elle le faisait toujours quand il y avait de la foule et qu'elle avait besoin d'un méchant. Vous vous souvenez quand Laurence a pleuré à son concours scientifique, a-t-elle commencé avec un rire éclatant. Elle a construit tout ce volcan et puis a fondu en larmes parce que maman devait travailler et ne pouvait pas venir. Elle avait toujours besoin de tellement d'attention. Quelques personnes ont gloussé. La plupart regardaient leur verre. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Marine a incliné la tête et m'a adressé un petit sourire condescendant. Tu vois, toujours aussi sensible. Ce n'est qu'une histoire. Les yeux de ma mère ont traversé la pièce. Laurence, ne commence pas, a-t-elle claqué. Pas ce soir. Mon père, sans quitter l'écran des yeux, a ajouté son verdict habituel en un mot, assez. Le mot est tombé sur moi. Jamais sur Marine. La chaleur a monté sous ma peau. Mon pouls battait dans mon cou. Je pouvais sentir 20 pères Dieu faisant semblant de ne pas nous regarder. J'avais besoin d'air, d'eau. 2 minutes sans être cloué sur place par leur version de moi. Je me suis levé de l'âtre. Je vais juste chercher de l'eau, ai-je dit à personne en particulier, et je me suis dirigé vers l'espace étroit entre la table basse et le dossier du canapé où Marine était assise. Avec autant de monde dans une si petite pièce, il n'y avait aucun moyen d'éviter de frôler quelqu'un. Alors que je me tournais de côté pour me faufiler, mon épaule a à peine effleuré la sienne. Le contact était si léger que je n'aurais peut-être pas remarqué un autre jour. Cette fois, tout a changé. Marine est devenue rigide. Son rire s'est interrompu. Le volume de la pièce a diminué. Les conversations se sont transformées en silence. Une part animale en chacun, consciente que l'air avait changé. Elle a tourné la tête vers moi avec une précision lente et exagérée, son visage devenant lisse et vide. Pendant un instant, le monde a semblé se tenir immobile. Puis son bras a bougé. Quand je le rejoue dans ma tête maintenant, cela se produit toujours au ralenti, sa main se soulevant de l'accoudoir du canapé, ses doigts s'écartant, son épaule reculant, la brève pause en haut du mouvement où j'aurais pu m'éloigner, lever ma propre main. Faire n'importe quoi d'autre que de rester là. Une partie de moi, têtue et désespérée, croyait encore qu'il y avait une ligne que ma sœur ne franchirait pas, du moins pas devant tous ceux que nous connaissions. Elle l'a franchie. Sa paume a rencontré ma joue gauche dans un claquement sec et plat qui a résonné sur les murs. La force a fait tourner ma tête sur le côté. Une lumière blanche a éclaté au bord de ma vision. Le côté de mon visage s'est enflammé d'une douleur chaude et lancinante qui pulsait avec mon rythme cardiaque. Pendant une fraction de seconde, le seul son dans la pièce était le sifflement dans mes oreilles. Puis ces mots ont jailli, « Tu es aveugle ou juste stupide », a-t-elle hurlé. Sa voix était aiguë et rauque, remplie de plus de performance que de fureur. Tout autre son s'est éteint. Une fourchette est restée à mi-chemin entre une assiette et une bouche. Un enfant accroupi près de l'arbre s'est figé, un camion jouait dans les mains. Même les commentateurs à la télévision ont semblé se taire. Je me suis redressé lentement, relevant la tête, ma joue brûlante, mon œil larmoyant à cause de l'impact. Je n'ai pas porté la main à mon visage. Je n'ai pas bondi ni crié. Je suis simplement resté là et les regarder. Sa poitrine se soulevait. Sa main est restée en l'air, un battement de cœur de plus, suspendu dans cette pose triomphante que les gens adoptent dans les films après une gifle. Autour de nous, un cercle de visages fixés, les yeux grands ouverts et immobiles. Le poids du silence pesait sur mes tympans. Je savais au fond de mes os que la prochaine personne à parler me montrerait exactement où je me situais dans cette famille. Ma mère est arrivée la première. Elle s'est avancée dans l'espace entre nous, non pas pour réconforter, non pas pour séparer, mais pour confronter. Ses yeux ont effleuré ma joue rougie puis se sont posés sur les miens sans le moindre signe d'inquiétude. « Dis que tu es désolé ou pars », a-t-elle dit. Sa voix était calme, presque ennuyée. Personne n'a halté. Personne n'a objecté. Elle m'a frappé, ai-je dit, ma propre voix étrangement plate comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Tu l'as provoqué, a répondu ma mère. Tu le fais toujours.
C'est ma maison. Je ne veux pas de drame à Noël. Du coin de l'œil, j'ai vu Pauline se lever à moitié de sa chaise. Thomas, ce n'est pas juste, a-t-elle dit bruyamment. Mon père s'est finalement levé de son fauteuil inclinable. Pendant une seconde folle, j'ai osé imaginer qu'il pourrait se ranger de mon côté. Au lieu de cela, il a marché jusqu'à la porte d'entrée, l'a ouverte et l'a maintenue, l'air de la nuit s'engouffrant pour faire claquer la couronne en plastique et faire glisser une serviette sur le sol. Il n'a pas dit un mot. Il ne m'a pas regardé. Pauline a croisé mon regard, son visage rougi, ses mains tremblantes. Mais quand mon père a jeté un coup d'œil dans sa direction, elle s'est lentement rassie, mordant sa lèvre. Derrière l'épaule de ma mère, Marine a laissé son visage se froisser dans une parfaite innocence blessée. Elle m'a foncé dessus exprès, a-t-elle chuchoté juste assez fort pour que les personnes les plus proches d'elle l'entendent. Elle doit toujours tout gâcher. Ma mère a redressé ses épaules. Dernière chance, Laurence, a-t-elle dit. Excuse-toi auprès de ta sœur ou pars. À ce moment-là, quelque chose en moi est devenu très silencieux. Pas brisé, pas détruit. Juste fini. J'ai réalisé que je n'allais jamais dire la seule chose qui ferait que ces gens me verraient. Je n'allais jamais être plus qu'un compte en banque ambulant avec des sentiments gênants. J'ai enfilé mes bras dans mon manteau, pris mon sac à main du crochet près de la porte et suis passé devant mon père dans le froid sans un seul regard en arrière. Il tenait toujours la porte ouverte comme si j'étais une ordure destinée au trottoir. La gifle brûlait encore. L'air sur ma peau était propre. Dehors, le froid a frappé les deux côtés de mon visage et a rendu la piqûre presque nette. J'ai marché jusqu'à ma voiture, chaque craquement de neige sous mes bottes résonnant fort dans le silence qui me suivait hors de cette maison. Je me suis assise derrière le volant, les mains dessus, fixant le porche où j'avais passé d'innombrables soirées d'été adolescente, et j'ai attendu de voir si la porte s'ouvrirait à nouveau. Elle ne l'a pas fait. Personne n'est venu après moi. Personne n'a crié mon nom. Finalement, j'ai enclenché la vitesse et je suis partie, regardant la maison qui contenait tant de mon histoire rétrécir dans le rétroviseur jusqu'à disparaître derrière une ligne d'arbres nus. Le trajet de retour à Lyon a duré 3 heures. Je n'ai pas allumé la radio. Mon téléphone a vibré sur le siège à côté de moi jusqu'à ce que je le pose face contre terre, laissant les appels passer directement à la messagerie vocale. Quelque part près de la limite régionale, je me suis arrêtée pour faire le plein d'essence. Sous les lumières crues de l'auvent de la station, j'ai vérifié l'écran. Appel manqué de ma mère, de Marine, de ce que je savais être le numéro de mon père, même s'il ne m'appelait jamais directement. Un seul message de tante Pauline clignotait en bas. Je suis tellement désolée, ma chérie. C'était mal. Tout ça. Ma gorge s'est serrée. J'ai reposé le téléphone sans répondre et j'ai continué le reste du chemin en silence. Dans le hall de mon immeuble, l'odeur de la chaleur viciée et des produits de nettoyage m'a frappée. Je me suis souvenu de Rémi debout dans le couloir chez mes parents, les yeux fatigués, la voix basse. Vérifie ton courrier quand tu rentreras chez toi. Ton vrai courrier. Sur un coup de tête, je me suis arrêtée devant la rangée de boîtes aux lettres métalliques au lieu de monter directement. Ma clé a tourné difficilement dans la fente de mon appartement. Un éventail d'enveloppes a glissé dans mes mains, des prospectus, une facture de service public, une offre de carte de crédit, et une épaisse enveloppe officielle du service d'enregistrement départemental de Val-de-Loire, postée une semaine plus tôt. L'adresse de l'expéditeur m'a fait frissonner la peau. Je l'ai ouverte là, sous la lumière fluorescente bourdonnante. À l'intérieur se trouvait une copie certifiée d'un acte de propriété nouvellement enregistré pour la propriété de mes parents. Les noms imprimés en haut m'ont sauté aux yeux, Thomas Fournier et Suzanne Fournier et Marine Parker. Mon nom, qui figurait sur les documents originaux il y a des années, n'apparaissait nulle part sur la ligne du propriétaire. En bas, il y avait un espace intitulé « Mandataire » avec le nom Laurence Fournier imprimé sous une signature penchée. Mon nom écrit de la main de quelqu'un d'autre. Les boucles étaient trop rondes. Le « L » était incliné dans le mauvais sens. Le trait final du « R » se recroquevillait sur lui-même dans une fioriture que je n'avais jamais utilisée de ma vie.
Je l'ai fixé jusqu'à ce que les mots sur la page se brouillent, non pas parce que je pleurais, mais parce que quelque chose en moi avait finalement atteint sa limite. C'était comme découvrir que la porte de la cellule que vous aviez toujours supposée ouverte avait été fermée et verrouillée pendant votre sommeil, et que la clé manquait. À l'étage dans ma cuisine, j'ai étalé les pages sur la table. Elles montraient toute l'histoire laide en police soignée. Mes parents avaient signé. Marine avait signé. Un notaire avait apposé son cachet en bas comme s'il s'agissait d'un simple transfert de routine. Enfoui dans le jargon juridique se trouvait une référence à une ligne de crédit hypothécaire autorisée quelques jours après le changement d'acte. Garantie par la maison que j'avais contribué à rembourser pendant des années. Le montant disponible à emprunter était plus élevé que ce que la plupart des gens d'ici verraient en une décennie. Toutes les économies de mes grands-parents, s'ils en avaient jamais eu une telle chose, n'auraient pas atteint ce montant. L'épuisement s'est installé plus profondément. Pendant 16 ans, j'avais cru que je construisais un filet de sécurité pour les gens que j'aimais. Maintenant, je voyais que j'avais contribué à construire un piège, et qu'il l'avait refermé sur moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé les scans de chaque page à Daniel avec un court message: quelqu'un a falsifié ma signature. Appelle-moi dès que tu peux. Puis je suis restée assise là, écoutant le vieux radiateur claquer et siffler, attendant le matin. À 8 heures précises, mon téléphone a sonné. Daniel n'a pas perdu de temps en salutations. Laurence, a-t-il dit. C'est une fraude manifeste. Les documents de prêt originaux vous désignent comme copropriétaire lorsque la deuxième hypothèque a été enregistrée. Sur ce nouvel acte, vous disparaissez. À votre place, nous avons Marine. Et cette signature qui est censée être la vôtre ne ressemble en rien à celles qui sont au dossier. Il a pris une inspiration. C'est un crime en soi. L'ajout d'une ligne de crédit par-dessus aggrave les choses. Où est passé l'argent, ai-je demandé. Je n'avais pas mangé. Le café était intact sur le comptoir. D'après ce que je peux voir, a dit Daniel, la majeure partie du retrait est allée directement sur le compte professionnel de Marine. Le reste semble avoir remboursé certaines de ses cartes personnelles. Il a fait une pause. Je suis désolé. Mon rire a été court et sec. Alors, ma petite sœur a volé mon argent sous le nez de mes parents pour soutenir un salon en faillite et éponger ses habitudes de shopping. Ça me semble juste. Voici ce que nous allons faire, a-t-il dit, son ton calme et professionnel reprenant le dessus. J'envoie des lettres formelles aujourd'hui à la banque, à vos parents et à Marine. Nous exigeons qu'ils rétablissent votre nom sur l'acte, qu'ils gèlent la ligne de crédit et qu'ils justifient chaque euro. Nous leur donnons 15 jours. S'ils coopèrent, nous pouvons rester civils. S'ils s'obstinent, nous irons aux autorités. Pendant qu'il parlait, je me suis connectée à ma banque en ligne. Des années de virements automatiques brillaient sur l'écran, le prélèvement mensuel pour la deuxième hypothèque, les dépôts réguliers sur le compte de mes parents qui couvraient les ordonnances, les assurances et tout ce qu'ils n'avaient jamais tout à fait assez pour gérer. Le coussin trimestriel pour le compte courant professionnel de Marine qu'elle prétendait toujours provenir d'un vague fonds familial. Mon pouce a hésité sur les boutons pendant une seconde, puis j'ai annulé chacun d'eux. Quelques clics, quelques invites de confirmation, et une rivière d'argent qui avait coulé dans un sens pendant des années s'est tarie. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? A demandé Daniel quand je le lui ai dit. J'ai regardé la signature falsifiée sur le papier devant moi. Ils m'ont exclu d'un bien que j'ai payé et ont utilisé mon nom pour le faire, ai-je dit. Je suis sûr. Après que nous ayons raccroché, les appels ont recommencé, ma mère, Marine, le téléphone fixe de la maison, Rémi. Une fois que je les ai tous laissés sonner, je me suis préparé un café, je me suis assise à ma petite table de cuisine simple dans mon petit appartement simple, et j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie d'adulte, leur crise ne m'appartenait plus automatiquement. Les lettres de Daniel ont atterri comme des pierres dans un étang, les ondulations se sont propagées rapidement. La banque, soudain consciente qu'elle aurait pu approuver une importante ligne de crédit sur la base d'une signature falsifiée, a gelé le compte presque immédiatement. Marine est allée déplacer de l'argent pour la paie et a constaté que le puits dans lequel elle puisait s'était asséché. Plus de paiements de loyer, plus de commandes de fournitures, plus de minimum sur les cartes plafonnées.
Quelle que soit l'histoire qu'elle s'était racontée sur l'emprunt sur la maison jusqu'à ce que le salon décolle vraiment, elle s'est évaporée lorsque son propriétaire a collé un avis lumineux sur la porte vitrée, lui demandant de payer ce qu'elle devait ou de quitter les lieux. Quelques jours plus tard, ma mère a finalement réussi à me joindre quand j'ai fait l'erreur de décrocher mon téléphone sans regarder l'écran. « Laurence, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle exigé, sans bonjour. La banque dit que le paiement a été rejeté. Ils disent qu'il y a une sorte de blocage. Ma voix m'a semblé plus ferme que prévu. J'ai annulé mes virements, lui ai-je dit. Je ne paie pas un prêt lié à une maison que je ne possède pas. De plus, quelqu'un a falsifié mon nom sur votre acte. Tu ne peux pas parler comme ça, a-t-elle claqué. Nous sommes ta famille. Marine s'est occupée des papiers. Tu sais qu'elle se laisse emporter. Nous allons arranger ça. Dis à ton avocat d'arrêter ça. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le ciel gris d'hiver au-dessus de l'allée. Ce n'est pas moi qui vous ai fait ça, ai-je dit doucement. Vérifiez quelle main est sur cette signature. Puis j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse déchaîner la tempête familière d'accusations sur mon ingratitude et mon cœur froid. Marine est passée de la rage à la supplication dans mes messages en l'espace d'une semaine. Tu réagis de manière excessive. Maman et papa m'ont demandé de m'en occuper. Tu sais, je ne t'aurais jamais vraiment fait de mal. Puis tard une nuit, s'il te plaît. J'ai fait une chose stupide. Je remettrai ton nom. Je fermerai la ligne. Dis juste à Daniel de se calmer. J'ai fixé ces mots, me souvenant de la gifle, de la bague à son doigt, des années de mensonges sur qui payait quoi. Non, ai-je tapé. Tu pourras l'expliquer au juge si ça en arrive là. Peu de temps après, Rémi a envoyé un message qui s'est déroulé sur des lignes et des lignes. Elle a utilisé cet argent pour tout, a-t-il écrit. Le loyer du salon, les produits, même nos courses. Vers la fin, elle n'arrêtait pas de dire que c'était bon parce que tu l'avais. Je lui ai dit de ne pas toucher à ton nom. Elle a dit que si je te le disais, elle dirait à tes parents que je l'avais trompé. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai juste pas assez combattu. Je suis désolée. Cela n'a rien amélioré, mais cela correspondait au schéma. Marine qui prenait et menaçait tout le monde, trop effrayée ou trop fatiguée pour l'arrêter. À Cerisier-sur-Loire, 15 jours, c'était assez long pour que le moulin à rumeurs tourne à plein régime. Quelqu'un à la caisse de crédit mutuel a mentionné une ligne de crédit gelée à quelqu'un au tribunal, qui a mentionné un acte contesté à quelqu'un du comité d'église, qui a mentionné mon nom à voix basse autour d'un café dans le hall de la fraternité. Pendant des années, j'avais été l'enfant adulte qui vivait en ville, sans visage et vague. Maintenant, les gens faisaient le lien entre mon diplôme, mon travail, l'argent qui avait transformé la cuisine démodée de mes parents en quelque chose digne d'un magazine. Pauline m'en a parlé au téléphone. Les gens se souviennent, a-t-elle dit. Ils se souviennent que tu as écrit le chèque pour le toit. Ils se souviennent que tu as payé la nouvelle chaudière. Ils ne disent pas grand-chose à voix haute, mais ils réfléchissent. Marine a tenté de contrôler la narration en ligne. Elle a posté des photos les yeux larmoyants avec des légendes sur les relations toxiques et comment l'argent ne devrait jamais passer avant la famille. Sous une photo astucieusement éclairée de sa main, maintenant ostensiblement dépourvue de la bague en saphir, elle a écrit « Certaines personnes utiliseront la loi pour vous punir alors que tout ce que vous avez fait, c'est les aimer. » Pauline, qui avait depuis longtemps perdu patience, a laissé un seul commentaire « Peut-être devriez-vous leur parler de la partie où vous avez signé le nom de votre sœur sans demander. » Le commentaire a disparu en quelques minutes, mais pas avant que des cousins ne l'aient fait passer en capture d'écran et ne me l'aient envoyé discrètement. Lorsque les 15 jours se sont écoulés sans réelle réponse, mes parents insistant sur le fait que tout était un malentendu, Daniel a déposé une plainte formelle auprès du département et a transmis le dossier au procureur local. La banque, soucieuse de montrer qu'elle prenait l'affaire au sérieux, a pleinement coopéré, fournissant des registres sur la manière et le moment où la ligne de crédit avait été ouverte et où les fonds avaient été versés. Un expert en écriture a comparé la signature sur l'acte frauduleux à mes véritables signatures figurant sur des documents antérieurs et a écrit, dans un langage professionnel et calme, que les chances qu'elles appartiennent à la même personne étaient très faibles. Face à tout cela, Marine a accepté un accord de plaidoyer au lieu de risquer un procès.
Elle s'est tenue au tribunal et a admis avoir signé mon nom et utilisé la ligne de crédit à ses propres fins. En échange d'éviter la prison, elle a obtenu 2 ans de liberté conditionnelle surveillée, une mention permanente à son casier judiciaire et une ordonnance de restitution qui l'obligera à rembourser ce qu'elle a pris pendant très longtemps. Le salon a disparu. Le propriétaire a changé les serrures et vendu les chaises, les miroirs, les présentoirs de vernis à d'autres entreprises pour couvrir une partie de ce qu'elle devait. 3 femmes qui dépendaient de ses salaires se sont retrouvées sans emploi juste avant le nouvel an. Rémi a demandé le divorce peu de temps après. Il m'a cependant envoyé un dernier message disant qu'il espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner d'être resté silencieux si longtemps. Mes parents n'ont pas été inculpés, mais ils n'ont pas été épargnés. Pour faire face aux prêts hypothécaires sans mes paiements automatiques et avec la ligne de crédit gelée, ils ont vendu la parcelle boisée à l'arrière que mon grand-père avait défrichée à la main, le terrain que mon père disait laisser à ses petits-enfants. Ils ont revu leur projet à la baisse, annulé des vacances qu'ils n'avaient jamais vraiment pu se permettre en premier lieu et ont appris ce qu'était la vie lorsque la subvention invisible de leur fille aînée a disparu. Les voisins qui complimentaient leur rénovation ont cessé de poser des questions sur leur fille. Si souvent, ma mère a arrêté d'aller à l'église pendant un certain temps, incapable de supporter la façon dont les gens prononçaient mon nom avec une nouvelle gravité. En mars, Pauline est venue à mon appartement avec un gratin et une enveloppe. « Ton père m'a demandé d'apporter ça », a-t-elle dit, s'installant dans une chaise. Il lui a fallu 3 jours pour l'écrire. À l'intérieur se trouvait une seule page de papier ligné, de l'écriture lente et soignée de mon père. « Loulou », commençait-elle, le surnom que je n'avais pas entendu depuis des années. Je suis désolée d'avoir tenu cette porte ouverte. Je pensais que ne pas m'en mêler était la même chose que maintenir la paix. Je vois maintenant que c'était juste moi qui avais peur. Tu as porté plus que je n'ai jamais demandé et plus que je ne t'ai jamais remercié. Tu méritais mieux de notre part. Je ne sais pas si je peux me rattraper, mais j'avais besoin que tu saches que je le sais. Enveloppée dans du papier de soie derrière la lettre se trouvait la bague en saphir de grand-mère Jeanne. D'une manière ou d'une autre, il l'avait récupérée de Marine. L'or était un peu plus terne. La petite entaille dans le sertissage captait toujours la lumière. Je l'ai tournée dans ma paume pendant un long moment avant de la glisser à l'annulaire de ma main droite. Elle s'adaptait parfaitement, comme si elle l'avait attendue depuis toujours. Finalement, avec l'aide de Daniel, nous avons corrigé l'acte. Mon nom a retrouvé sa place, assez longtemps pour que je le cède selon des conditions que j'ai acceptées. Cette fois, j'ai vendu ma part à mes parents pour 1 euro symbolique. Non pas que ce soit tout ce qu'elle valait, mais parce que j'ai finalement compris qu'aucune part d'équité ne valait la peine de me lier à une maison où ma place avait toujours été près de la sortie. Je ne déteste pas ma famille. La haine serait plus simple. Je vois ma mère comme une femme qui a confondu l'enfant qui est resté proche avec l'enfant qui s'est manifesté de toutes les autres manières. Je vois mon père comme un homme qui a confondu le silence avec la force jusqu'à ce que cela lui coûte sa fille. Je vois ma sœur comme quelqu'un qui s'est accroché à toutes les bouées de sauvetage sans jamais demander qui tenait l'autre extrémité. Je les ai suffisamment aimés pour leur consacrer du temps, de l'argent et du pardon jusqu'à ce qu'il ne me reste presque plus rien. Garde-les unis. Je pense que si elle était là, assise en face de moi à ma petite table branlante dans cet appartement de Lyon plein de courants d'air, elle glisserait sa main sur la mienne et dirait « Tu as tenu ta promesse aussi longtemps que tu as pu, Loulou. Tu ne leur dois pas toute ta vie. Tu te dois une vie. »